Bonjour tout le monde, chères étudiantes, chers étudiants. On se retrouve encore une fois dans le cadre du cours de droit fiscal, donc pour une séance concernant les modalités de l'impôt ou les techniques fiscales, dont on verra une partie pendant cette séance-ci. Alors, qu'est-ce qu'on entend par technique fiscale globalement? Donc, c'est l'ensemble des opérations fiscales successives qui permettent d'obtenir l'encaissement de l'impôt. Donc, en général, on essaye d'identifier la matière imposable, que ce soit un revenu, une richesse ou une activité. Une fois que cette opération d'assiette est effectuée, on procède ensuite à l'application des taux ou des tarifs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la liquidation. Et enfin, la dernière opération, c'est l'étape du prélèvement. Les techniques fiscales, globalement, c'est l'ensemble des procédés qui permettent l'établissement ou la détermination de l'assiette fiscale, le calcul de l'impôt, sa liquidation et son recouvrement. Donc, trois questions résument la technique fiscale. Que frappe l'impôt? Qui est concerné par cet impôt? C'est là où on détermine l'assiette fiscale ou la base imposable. La deuxième question qui se pose, c'est combien va-t-on prélever? Donc, autrement dit, il est question de calculer le taux de l'impôt. Et troisièmement, le montant plutôt. Et troisième question, c'est comment va-t-on prélever cet impôt? Donc c'est toute la question du recouvrement de l'impôt. Donc ces techniques ont suivi bien sûr l'évolution de l'activité économique globalement, puisqu'il était question d'un seul impôt, et puis plus les activités, plus l'économie se développe, plus on a d'impôts qui existent. Donc, ce qui fait qu'on a donc, plusieurs catégories maintenant d'impôts qui existent. Donc, pour ce faire, plusieurs classifications ont été opérées, et ce dans le cadre de la détermination de l'assiette fiscale. Donc, comment savoir qui va payer, qui sera concerné par l'impôt, quel est l'avoir ou l'activité ou la dépense qui est concernée par l'impôt. Donc, comme je l'ai dit, l'économie s'est développée de telle manière à ce qu'on a donc maintenant plusieurs activités, plusieurs catégories de richesses et donc des transactions très diverses. Alors, qui est concerné? Quels sont les contribuables? Quelles sont les activités? Quelles sont les fortunes concernées ou les patrimoines concernés par l'impôt? Donc, le problème posé par l'assiette, c'est celui de savoir sur quelle base va-t-on établir l'impôt. Est-ce que c'est le fait de posséder, est-ce que le fait de dépenser, est-ce que c'est le fait de contracter une transaction déterminée? Donc, ça se ramène en général à deux questions fondamentales. Qui va être contribuable et quelle va être la matière imposable? Une personne physique, une personne morale, une activité, une action, un transport. Donc, c'est plusieurs potentialités qui se posent. Donc, l'évolution a fait que du foncier qui était donc une matière imposable primaire au début et sur laquelle reposaient donc les systèmes fiscaux antérieurs, plusieurs bases imposables se sont développées ultérieurement étant donné donc le développement des activités économiques. Donc de la personne et des lots de terrain ou du foncier. Maintenant, on a donc une panoplie d'activités, une panoplie de bases imposables. Donc, les systèmes fiscaux, en général, dans tous les États, puisque leur objectif premier, c'est de remplir les caisses de l'État et de faire face aux charges de l'État, vont essayer d'accroître cette rentabilité en cherchant à élargir au maximum possible les matières imposables, c'est-à-dire de trouver une pluralité, une diversité des matières imposables. Des classifications ont été faites par des théoriciens comme par les législateurs en la matière. Pour ce faire, donc, on a trois options sur lesquelles repose en général le législateur pour faire la part des choses entre les différentes bases imposables, ce qui nous donne une typologie diversifiée des prélèvements fiscaux. Donc, tout d'abord, il y a l'option sociale. Donc, c'est le problème du choix entre l'impôt réel et l'impôt personnel. Dont la préoccupation elle est d'ordre équitable, donc c'est-à-dire c'est la recherche de la justice et de l'équité donc qui constitue le problème ou la simplicité de l'autre côté. La deuxième option, c'est l'option juridique. Donc là, il est question de choisir entre deux techniques
fiscale, à savoir est-ce qu'on va imposer directement le contribuable ou est-ce qu'on va l'imposer indirectement sans qu'il le ressente. La troisième option, c'est une question aussi d'ordre économique, puisque la richesse prend en fait plusieurs formes et on a le choix entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le capital et l'impôt sur la dépense. Alors laquelle va-t-on imposer ou est-ce qu'on va imposer bien sûr la totalité de l'ensemble de ces avoirs ou de ces richesses? Alors on va commencer par la première classification, donc la typologie fiscale. Donc on va clarifier l'option sociale, donc à savoir la différence entre l'impôt réel et l'impôt personnel, qu'on va définir d'abord. Alors l'impôt réel, c'est un impôt donc, qui touche la matière imposable en elle-même en faisant abstraction de la personne du contribuable. C'est-à-dire que c'est uniquement la valeur vénale, la valeur locative, la valeur réelle de l'objet ou du service qui est prise en considération sans qu'on prenne en considération le contribuable en tant que personne avec des charges, avec des problèmes, avec d'autres patrimoines ou d'autres richesses potentielles. Le deuxième impôt, c'est-à-dire l'impôt personnel, c'est un impôt en fait qui prend en considération la personne du contribuable. Bien sûr, il ne s'agit pas de l'impôt personnel qu'on appelait auparavant l'impôt de capitation et qui reposait sur l'existence de la personne, et qui existait par exemple au Maroc dans la période précoloniale et dans l'objectif c'est de payer donc, une somme d'argent sur autant de membres qui existent dans la famille par exemple, étant donné qu'il n'y avait pas vraiment une diversité d'impôts à l'époque. Mais là il est question donc plutôt d'un critère qui intègre un élément de justice et d'équité. C'est-à-dire que l'impôt prend en considération donc, non seulement la matière imposable, mais la situation individuelle de chaque assujetti. C'est-à-dire le contribuable y est pris en considération dans la globalité de ses avoirs. Alors pour ce qui est du contenu de la distinction, donc l'impôt réel frappe une chose, une opération en elle-même, c'est-à-dire c'est dans sa nature. Est-ce que c'est un terrain? Est-ce que c'est une voiture? Est-ce que c'est un service? Dans sa quantité, dans combien elle vaut, sa valeur monétaire, en faisant abstraction de la personne du contribuable. Qu'importe qui possède cette maison, qu'importe qui paie ce loyer, qu'importe qui fait ce travail. Donc l'essentiel, c'est qu'il y a une valeur monétaire donc, qui est concernée et c'est tout. Alors que pour l'impôt personnel, il est plutôt personnalisé, c'est-à-dire agencé par une adaptation individuelle de la charge fiscale à la situation particulière du contribuable. Là, il est question de répondre à la volonté d'assurer plus d'équité fiscale, ce qui fait qu'on intègre dans le cadre du calcul de cet impôt des éléments d'équité et de progressivité. Donc la technique, c'est la progressivité de telle manière à imposer moins ceux qui ont moins et ceux qui ont plus vont payer plus. Et bien sûr, là, il est question d'avoir une idée sur la globalité des avoirs de la personne. Et les impôts qui s'y prêtent le mieux, ce sont les impôts synthétiques tels que l'IR, l'impôt sur le revenu, qui nous permet d'avoir une idée sur l'ensemble des avoirs d'une personne et de les regrouper pour avoir une idée sur le statut social de chaque personne, ses charges, et donc la valeur monétaire de l'ensemble de ces avoirs donc, en enlevant les charges. Ça permet donc d'individualiser la fiscalité pour chaque contribuable, pour chaque catégorie de contribuables. Bien sûr, le problème qui se pose, c'est question donc, comment on peut arriver donc, à cette situation. Et ça implique donc énormément de calculs et plus de complexité quant au calcul et ça crée énormément de charges aussi de frais pour justement ce type d'impôt. Donc il est coûteux, il est complexe et surtout quand il est question donc d'introduire des éléments dérogatoires tels que des réductions, des déductions, des exonérations pour les plus bas revenus, ça veut dire que la rentabilité n'est pas au rendez-vous et que c'est un impôt qui n'est pas très très rentable. Contrairement à l'impôt réel qui ne prend que la valeur de la chose ou de l'opération ou du service et qui n'a pas donc de possibilité d'y intégrer des éléments de dérogation étant donné qu'on prend en considération la situation du contribuable parce qu'il a des charges, parce qu'il a des problèmes, parce qu'il est en difficulté ou autre. Donc tout ça, on ne le prend pas en considération. Ça veut dire que
là, la rentabilité est au rendez-vous. C'est un impôt qui est rentable, qui est simple à calculer puisque ce sont des taux en général proportionnels qui sont appliqués. Toutes les personnes qui ont la même valeur ou le même location, ou revenu de location ou le salaire vont payer la même chose avec le même taux. Alors que pour l'impôt personnel, on va se trouver avec des taux diversifiés, avec des réductions, des déductions, ce qui fait que ça crée énormément de complexité. Donc, ce qui fait pour ce qui est de le contenu de la différence, si l'impôt personnel donc, implique un élément de justice, qu'il est plus juste et plus équitable, n'empêche qu'il n'est pas si rentable et qu'il est très complexe et que ça implique énormément de frais quant à sa gestion. Alors que l'impôt réel reste un impôt donc simple, puisque c'est des taux proportionnels, et c'est un impôt qui est rentable, mais qui n'est pas du tout juste, puisque des catégories de revenus très variées, très diversifiées, c'est-à-dire les revenus élevés comme les bas revenus vont payer la même chose. Et ça, c'est injuste. La deuxième option, c'est l'option juridique, c'est-à-dire la différence entre l'impôt direct et l'impôt indirect. Le problème quant à cette diversification, donc due à la prise en considération de la technique d'imposition directe ou indirecte, c'est que l'impôt, est-ce qu'il est prélevé directement ou indirectement? Est-ce qu'on va utiliser la participation du contribuable pour qu'il paye directement l'impôt spontanément, ou est-ce qu'on va intégrer l'impôt dans le cadre du prix du service ou de la transaction ou de la vente? Donc, cette classification remonte à la Révolution française, car l'Assemblée constituante l'avait définie à l'époque comme étant la contribution directe s'étend à toute imposition foncière ou personnelle, c'est-à-dire assurée directement sur les personnes, qui est recouverte par les voies du cadastre ou des rôles de contrat et qui passe immédiatement du contribuable cotisant au percepteur. C'est-à-dire que la relation entre l'administration et le contribuable est directe, on paye directement. Alors que pour les contributions indirectes, elles sont au contraire tous les impôts assis sur la fabrication, la vente, le transport, un ensemble de transactions, etc. Impôts dont le produit est ordinairement avancé par le fabricant, le marchand ou le voiturier est supporté indirectement et payé par le consommateur. Donc, l'impôt est direct quand il est assis sur la jouissance d'un capital ou d'un revenu, ce qui revient à dire que l'impôt direct touche ce qu'on gagne et ce qu'on possède, alors que l'impôt est indirect quand il frappe et impose des opérations de production, de circulation et d'échange. Ça veut dire qu'il touche la consommation ou la dépense. Pour avoir donc une idée plus claire, donc on va voir donc les éléments de différence ou de distinction entre ces deux techniques d'imposition. Pour ce qui est du critère, donc on a le critère administratif, on a le critère économique et on a donc la relation qui existe entre le contribuable et l'administration. Pour ce qui est du critère administratif, comme on avait vu dans la définition qui est donnée par l'Assemblée, il y a l'existence de ce qu'on appelle un rôle nominatif pour la fiscalité directe. Donc, ce rôle nominatif, c'est-à-dire un document, une liste qui fait ressortir expressément pour chaque contribuable le nom, le montant de la matière imposable, les taux appliqués et les délais de paiement. Autrement dit, le contribuable donc, est listé et il est averti comme quoi donc, il va payer tel impôt, telle date et qu'il s'y prête donc spontanément. Donc, ce rôle nominatif, c'est un acte administratif donc, qui est établi par l'administration. Donc, au Maroc, c'est l'administration des impôts directs et taxes assimilées, qui se trouve à Rabat. Alors que l'impôt indirect, en général, on n'a pas donc, ce type de rôle, puisqu'il frappe donc, des opérations de production, d'échange et de consommation. Ça veut dire qu'il est perçu à l'origine auprès de celui qui réalise l'opération d'échange, de transport, de consommation et qui réalise des opérations en question tout en étant supporté réellement par le consommateur final. Donc l'un le paye, mais l'autre le supporte. Donc et là, on a le critère économique donc, qui constitue en fait la différence principale entre les deux techniques, c'est-à-dire que l'impôt est direct s'il est supporté effectivement par celui qui le doit, c'est-à-dire que le redevable légal, celui qui est obligé devant le fisc de payer. Et on a
le contribuable réel, celui qui supporte réellement dans sa fortune le poids de cet impôt. Donc l'impôt direct, on a confusion entre les deux, c'est-à-dire le redevable légal et le redevable réel, alors que pour l'impôt indirect, le redevable légal, en fait, c'est celui qui est obligé de payer l'impôt au fisc, mais en fait, il n'est que le collecteur de cet impôt. Alors que celui qui supporte réellement la charge de cet impôt, c'est plutôt le contribuable ou le redevable réel, et qui le supporte réellement dans sa fortune. Donc l'exemple de l'acheteur d'une voiture qui paie au vendeur en plus du prix de vente, le prix de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est versé par le vendeur au trésor. Donc le redevable n'est que le vendeur, c'est-à-dire celui qui est obligé devant le fisc de payer, c'est le vendeur, qu'il est le redevable légal, alors que le contribuable, le redevable réel, qui supporte effectivement la charge fiscale, n'est autre que l'acheteur, c'est-à-dire le consommateur final. Donc ce qui fait qu'on a donc deux concepts clés en la matière. Le redevable légal qui doit juridiquement verser l'impôt au trésor, qui est le fabricant, qui est le vendeur, qui est le transporteur, et le redevable réel qui est le consommateur final, celui qui supporte économiquement le poids de l'impôt et sa richesse se trouve réduite par ce prélèvement fiscal. Donc ces redevables sont liés dans le cadre de deux opérations qui sont déterminées par le phénomène de percussion, qui est un phénomène initial par lequel est touché le contribuable, c'est-à-dire le redevable légal qui est obligé de payer, et par un phénomène de translation. Ce redevable légal se fait rembourser par le redevable réel qui supporte réellement la charge fiscale. Donc le deuxième élément de différence, c'est-à-dire la justice, l'élément d'équité et de justice. Donc si l'impôt direct reste un impôt plus apprêté à être juste et équitable, puisque on peut le personnaliser, on peut y intégrer des éléments de progressivité. Il n'en est pas de même pour l'impôt indirect, puisque c'est un impôt qui est très critiqué à cet égard. C'est en général des taux proportionnels où tout le monde paye la même chose pour les mêmes produits, que ce soit des produits de première nécessité, des produits de confort ou de luxe. En fait, tout le monde est imposé de la même manière. Et surtout que, si on prend en considération que les bas revenus en général sont dépensés en totalité, c'est-à-dire quelqu'un qui est payé à 3 000 ou à 5 000 dirhams est obligé de consommer la totalité de son revenu, ce qui fait que l'ensemble du revenu est grevé d'impôts indirects. Alors que pour quelqu'un qui a un revenu très élevé, des millions de dirhams mensuels, automatiquement il y a une petite partie qui est épargnée, et cette partie est épargnée par justement cette fiscalité indirecte. C'est pour cela qu'on parle du fait que l'impôt indirect organise une progressivité à rebours, car il frappe davantage les contribuables modestes et les revenus faibles. Donc, mais ce n'est pas qu'ils sont visés directement uniquement par l'impôt indirect, mais c'est parce que la totalité de leur revenu est dépensée et qu'il est touché en totalité. Alors que pour les hauts revenus, il y a une partie qui est épargnée et qui n'est pas touchée par l'impôt indirect. Donc, pour ce qui est de la rentabilité, l'impôt, en général direct, assure à l'État des entrées régulières et stables. En fait, toutes les activités de production économique ont la caractéristique d'être stables et avoir une rentabilité en fait qui est durable et stable. Donc, ce qui fait que en fait, la sensibilité vis-à-vis de la conjoncture n'est pas si grande. Et la croissance du taux ne peut pas faire varier vraiment les rentrées de cette fiscalité. De même, les frais de perception en général sont très peu élevés. Ça se base en général sur la déclaration, sur les rôles, donc ce qui fait que ce n'est pas très coûteux. Alors que l'impôt indirect est très productif, il a un grand rendement en général, mais il est très peu stable, car il est très sensible aux fluctuations économiques. Donc si la conjoncture est mauvaise, on a en général tendance à moins dépenser, et surtout pour les objets qui ne sont pas si nécessaires que cela. Bien sûr, l'élasticité varie selon le degré de nécessité des produits, mais n'empêche que ça reste que la période de conjoncture, de mauvaise conjoncture, on consomme moins, quelle que soit la nature des objets, surtout les objets qui ne sont pas de nécessité ou de première nécessité.
Donc, ce qui fait que la rentabilité est déterminée par la conjoncture. Et la rentabilité, donc globalement, l'impôt indirect est très rentable, contrairement à l'impôt direct, et surtout pour les pays en développement où il y a où la plateforme économique n'est pas si développée. Donc, contrairement aux pays développés où l'impôt direct des fois est nettement plus rentable que l'impôt indirect. Donc on va passer à l'élément du rapport entre le contribuable et l'administration fiscale. Donc, pour ce qui est de l'impôt direct, en général, c'est un impôt qui frappe de manière sans ménagement, donc directement, le contribuable. Et ce qui fait que le contribuable, en général, reçoit l'avis de payer. Des fois, il est obligé de calculer carrément pour l'IS et de faire sa déclaration et de payer spontanément l'impôt. Il n'a pas la possibilité de répercuter le poids de son impôt sur d'autres personnes. Et ça engendre une meilleure conscience fiscale. Alors que pour la fiscalité directe, en général, il y a le phénomène qui détermine donc la relation entre le contribuable et l'administration, c'est ce qu'on appelle l'anesthésie fiscale. C'est-à-dire que le contribuable ne ressent pas qu'il paie cet impôt. Donc il n'y a pas de conscience fiscale en la matière, puisque le montant de l'impôt est intégré dans le prix du service ou du produit. On ne ressent pas qu'on paye. Donc à chaque fois qu'on achète, par exemple, une chose, on ne se rend pas compte qu'on paye en même temps l'impôt dedans. Donc celui qui le doit ne le supporte pas économiquement aussi, et celui qui le supporte ne s'en aperçoit pas. Donc c'est ce phénomène d'anesthésie fiscale. Donc, les difficultés quant à la distinction, donc, et surtout ces éléments dont on vient de parler, c'est que maintenant, on a du mal donc, à faire la part des choses entre les deux techniques. La matière imposable pour ce qui est de l'impôt sur le revenu n'est pas spécialement stable et permanente. Maintenant, la conjoncture impacte aussi les activités économiques et des fois, on se retrouve avec une instabilité pour ce qui est de l'impôt indirect. Donc pour ce qui est des impôts indirects, certains aussi ne sont pas répercutables, c'est-à-dire que le critère économique n'est pas toujours vérifiable vis-à-vis de cette fiscalité indirecte. De même, certains impôts indirects sont perçus sans établissement préalable d'un titre exécutoire tel que l'IS, donc l'impôt sur les sociétés, où il n'y a pas d'avis. C'est plutôt les contribuables qui font leur propre déclaration, calcul et paiement spontané. Pour ce qui est de l'organisation administrative fiscale, le critère de séparation des services a perdu aussi de sa vigueur. Donc on n'a plus ces deux administrations, l'une pour les impôts directs et l'autre pour les impôts indirects. Ça, c'est un peu dépassé maintenant. Donc il y a des administrations qui se chargent aussi bien de la fiscalité directe qu'indirecte. De même, pour ce qui est du rendement, les impôts directs ont perdu de leur élasticité. Comme on en a déjà parlé, ils sont maintenant plus sensibles à la conjoncture et leur rentabilité donc n'est pas si assurée et stable. La personnalisation entraîne en général une complexité dans l'appréhension de la matière imposable et l'impôt indirect a toujours un gros rendement, mais il est toujours considéré comme étant toujours sensible à la conjoncture. Ça, c'est un critère qui est permanent. Pour ce qui est de la justice, les impôts directs sont très personnalisables, c'est-à-dire qu'on peut les ajuster à la capacité contributive des contribuables. Ils peuvent être adaptés donc, aux facultés contributives des citoyens, contrairement aux impôts indirects. Donc ça, c'est une différence donc, qui est toujours d'obédience. Pour ce qui est du rapport entre l'administration et le contribuable, l'impôt indirect est plus avantageux que l'impôt direct, qui supporte des investigations importantes et des frais supplémentaires, alors que pour l'impôt indirect, en général, l'anesthésie fait que tout le monde paye sans vraiment poser des questions et sans se rendre compte qu'il paye cet impôt. D'où le recours des pays en voie de développement, surtout à ce type de prélèvement, puisque ça procure donc une rentabilité nettement importante et que ça ne crée pas donc, de problème quant au paiement pour les contribuables, donc qui le payent spontanément étant donné que c'est intégré dans le cadre du produit. Donc sur ce point-ci, je vous laisse en attendant de continuer avec la troisième option, à savoir l'option économique. On verra lors de la séance prochaine pour terminer cette classification et entamer le deuxième point de ce chapitre.
Donc en attendant, portez-vous bien et à la prochaine, Inch'Allah.